Année 2020 exceptionnelle, mais il y a des choses quand même qui ne changent pas. Le spectacle à Abu Dhabi. Ouais. Peut-être que c'est le signe d'un retour à la normale, entre guillemets, à la normale d'avant, quoi, mais ouais, il y a des choses qui changent pas. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5 réactions sur le Grand Prix d'Abu Dhabi 2020. C'est parti. On commence cette première réaction par la safety car suite à l'abandon sur problème mécanique de Sergio Pérez. Qui nous a finalement quasiment tué tout le peu de suspense qu'on avait sur cette course, clairement, parce que s'il n'y avait pas de safety car, il y aurait eu quelques petites batailles stratégiques un peu plus intéressantes, mais pour le coup là, ça a tout cassé, clairement. Alors forcément, moi j'ai très mal au cœur de voir Sergio Pérez abandonner sur un problème mécanique, déjà qu'il partait au fond de la grille, qu'on lui avait remplacé des éléments moteurs, etc. Vraiment dommage pour Sergio Pérez. C'est très facile de quitter la F1, c'est très difficile d'y revenir. A priori, il sera pas sur la grille en 2021. J'espère qu'il reviendra en 2022 parce que c'est vraiment un excellent pilote. Et on fait pas encore une fois 10 ans de Formule 1 comme ça avec une victoire et quelques beaux podiums quand même. Franchement, j'espère qu'on le reverra un jour. Bon alors du coup sur cette safety car, d'abord virtual safety car, puis safety car, tout le monde s'est arrêté, tout le monde a mis les durs et tout le monde est allé au bout de la course. Donc tout le monde a terminé sa course tranquillement. Il y avait des écarts dans tous les sens, donc vraiment peu de batailles finalement un peu intéressantes. Albon qui revenait sur Hamilton quand même. Hamilton qui était pas spécialement dans le coup, mais Albon qui était vraiment bien dans le coup, qui a fait une très belle course, faut le souligner quand même, pour sa dernière course de la saison. Très belle course d'Albon qui revient bien comme il faut, mais qui revient trop tard sur la Lewis Hamilton pour essayer d'avoir une belle bataille. Mais il a été présent et il a titillé les Mercedes, ce qui a peut-être fait en sorte que Mercedes a pas tenté quelque chose pour aller chercher Verstappen, et de toute façon c'était un peu plus compliqué, mais ça on va en reparler. Je note quand même que Ricciardo, Vettel et Leclerc, bon après il y en a d'autres, mais surtout ces trois-là ont fait le pari de ne pas s'arrêter lorsqu'il y a eu la safety car. Alors ça a plutôt bien fonctionné pour la stratégie de Ricciardo parce que lui il partait sur les hards, il n'avait aucune raison de s'arrêter et il s'est arrêté bien plus tard et ça l'a plutôt bien servi, plutôt bien marché dans le sens où à la relance de la safety car jusqu'à son arrêt, il était en dehors du trafic, il avait pas de problème, etc. Donc il a pu enchaîner les tours et quand il s'est arrêté, finalement il a perdu entre guillemets moins de place que s'il s'était arrêté. Et de toute façon, s'arrêter au 10e tour quand t'as mis les hards au début, a priori, il y avait peu de chances que tu t'arrêtes, donc ça a bien fonctionné pour Ricciardo. En tout cas, ça a moins fonctionné malheureusement pour les Ferrari. P13, P14 à l'arrivée. Il était temps que le calvaire s'arrête pour Ferrari cette année. C'était vraiment compliqué. Ça a été vraiment pas facile. Petite note quand même sur laquelle on peut finir avec un Sébastien Vettel qui avait embarqué avec lui un petit bout de papier sur lequel il avait noté les paroles d'une chanson. Alors j'ai pas retrouvé la chanson, voilà, vous irez faire vos recherches vous-même, mais il a enlevé ses gants pour la chanter à la radio et ça c'était vraiment cool. Deuxième réaction, Mercedes qui s'est quasiment endormi sur la stratégie pour essayer de gagner en fait. Ils ont foutu quoi les gars là? Ils dormaient ou comment ça se passe? Alors clairement ils avaient pas le rythme de Verstappen en course. Là les deux Mercos qui finissent à 15 secondes de Verstappen, il y a quand même eu une petite volée, on va pas se le cacher. C'est vraiment surprenant. J'arrive pas à me l'expliquer. Je sais pas pourquoi les Mercedes ont été d'un coup comme ça moins performantes qu'une Red Bull qui a tout fusillé, qui avait même de la marge d'ailleurs pour remporter la victoire. Je suis un peu déçu aussi de Mercedes dans le sens où ils ont vraiment rien tenté au niveau de la safety car parce que les deux étaient en médium. Il y avait peut-être quelque chose à faire. De laisser un Hamilton ou un Bottas en piste pour essayer d'aller titiller un Verstappen, etc., de jouer contre la Red Bull ou les Red Bull parce qu'il y avait aussi Albon pas loin derrière. Il y avait peut-être quelque chose à un peu secouer entre guillemets pour essayer de faire gagner une Mercedes, mais si tu voulais faire gagner une Mercedes, fallait en sacrifier une au niveau de la stratégie. Donc peut-être qu'on s'est dit non, on va juste assurer tranquillement le podium, voilà, et puis après on verra. Mais sur ce Grand Prix, c'est vrai que j'avais l'impression de voir des Mercedes qui étaient pas là comme si le championnat en dépendait, ce qui est vrai, le championnat en dépendait pas, mais c'est peut-être l'une des premières fois où on voit vraiment des Mercedes qui font la course quoi, tranquille. Vraiment, on n'essaie pas de maximiser la performance. J'ai vraiment eu cette impression-là. Peut-être que je me trompe, mais j'ai eu cette impression-là. Hamilton qui était quand même très fatigué à la fin de la course, ou en tout cas vraiment assez marqué physiquement. On sent que ça n'a pas été simple pour lui ce week-end. On sent que le Covid est passé par là et que c'est pas un petit Covid asymptomatique, pardon. Bravo pour la performance quand même, parce que monter sur le podium, alors oui, il a une Mercedes, etc., mais il faut quand même faire le boulot avec Albon qui revenait derrière
sur les quelques derniers tours, c'était quand même pas simple. Ça a été quand même les seuls, là les Mercedes, à faire le show sur la ligne de départ arrivée, à faire des donuts et tout, donc ça c'était vraiment kiffant. Je comprends pas pourquoi Verstappen n'y est pas allé. J'aurais bien voulu le voir faire quelques donuts, voilà, pour l'image. Alors oui, ça a beaucoup moins de saveur quand il n'y a pas de fans, hein, ça on est complètement d'accord. La petite note artistique pour Kevin Magnussen et Esteban Ocon qui eux aussi ont laissé leur petite marque sur la piste. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs, je pense que ça a poussé les pilotes à pas forcément faire un tour de décélération en mode super joyeux, ça y est c'est la fin, c'est terminé. Je pense que l'année a été compliquée pour tout le monde, d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, parce que la saison a été très courte. Bref, je peux comprendre. Troisième réaction, la remontada de Pierre Gasly. Oh là 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 là. Alors oui, il n'y avait pas beaucoup de spectacles, mais au moins il y en a un qui l'a fait le spectacle et c'est Pierre Gasly. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Il était dans le trafic, il a fait des dépassements, DRS, pas DRS, sur Charles Leclerc, sur Stroll, sur ceci, sur... Ça a roulé bien comme il fallait, comme il nous a habitués. l'AlphaTauri, c'est une très bonne voiture dans le trafic. C'est une voiture qui correspond parfaitement au pilotage de Pierre Gasly, où Pierre Gasly peut sublimer son pilotage avec cette voiture. Il a su exploiter à 100% les capacités de sa machine sur cette course, sur d'autres courses aussi sur cette saison, mais vraiment ça fait super plaisir de le voir, de l'avoir vu faire de beaux dépassements. Il y a eu vraiment une très très belle course de Pierre Gasly, il était très content à la radio, hein. Là pour le coup c'est encore une fois une très très belle performance. 10e au classement général de la saison à égalité de points avec un certain Stroll. Et oui, Pierre Gasly il a été aidé par un certain Esteban Ocon, c'est quand même symboliquement assez beau. Mais la place de Pierre Gasly sur cette course a été déterminante pour le championnat pilote pour lui, pour qu'il puisse rentrer dans ce top 10. Stroll finit à égalité de points avec Gasly, mais comme Gasly a marqué une victoire, je sais plus comment on départage l'égalité de points, mais je crois que c'est par rapport d'abord à la victoire, ensuite au nombre de podiums, et après au nombre de places, je sais plus. Enfin bref, voilà, grosso modo c'est ça. Merci à Esteban Ocon du coup dans le dernier tour qui a pris l'avantage sur Lance Stroll et qui lui empêche de marquer 2 points et donc de finir devant Pierre Gasly. C'est finir en beauté, vraiment, faut vraiment finir en beauté. 4e réaction, on va parler du week-end incroyable des McLaren, mesdames, messieurs. Le rythme était phénoménal en qualif P4, P6, en course P5, P6. Ça marque les points pour obtenir cette 3e place au classement du championnat des constructeurs. Racing Point à contrario totalement en dehors du coup, un Perez qui doit abandonner, un Stroll qui est en difficulté au maximum sur les fins de course, et c'était pas que sur cette course-là, c'était sur plein d'autres courses dans cette année, où les pneus tombent en température, du coup il perd en performance et c'est très compliqué pour lui d'aller chercher de la performance sur les derniers tours, c'est comme ça qu'il se fait dépasser notamment par Esteban Ocon. Ça tranche beaucoup avec le week-end dernier. P1, P3 le week-end dernier, là, il marque un seul point, P10 et DNF. Et Renault, ils se sont fait un petit peu avoir finalement par la safety car qui était pas très chanceuse pour Esteban Ocon puisqu'il était en médium et il avait pas le choix que de s'arrêter pour mettre les durs et essayer d'aller au bout. Mais c'est vrai que les médiums, on aurait bien voulu les emmener un peu plus loin et avoir un peu le choix à un moment donné dans la course. C'est ce qu'a fait Charles Leclerc, ça n'a pas fonctionné, donc finalement ils étaient un peu embêtés. La safety car qui a pas été chanceuse du côté d'Ocon, mais Ricciardo a fait le taf avec la stratégie décalée et ça, bravo. Mais alors, quelle lutte pour cette 3e place au constructeur, vraiment, ça a été vraiment génial. Cette année, pour le coup, ça a été génial. Que ce soit McLaren, Racing Point ou Renault, les 3 pour moi méritaient d'avoir cette 3e place au championnat. Renault parce que il y a eu une énorme progression tout au long de l'année. Vraiment, ça a été crescendo. Il y a eu quand même quelques ratés évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup à maximiser sur la stratégie. Ça a vraiment bien progressé et ça fait vraiment super plaisir. McLaren, forcément ils ont été ultra réguliers, mais c'est comme ça qu'ils remportent cette 3e place. Hein. Juste la régularité de ouf. Pas d'énormes coups d'éclat à part 2 podiums, Lando Norris et Carlos Sainz. Dans des circonstances, bien comme il fallait, mais vraiment dans l'ensemble, ça a été ultra régulier. Ça a pas fait de pole, ça a pas fait de victoire, mais vraiment super régulier. C'est comme ça qu'on remporte des points et c'est comme ça aussi qu'on remporte du coup la 3e place du championnat des constructeurs. Et Racing Point, du coup, eux, ils ont exploité les zones grises du règlement. Encore une fois, c'est aussi ça la philosophie de la F1, c'est que tout ce qui n'est pas interdit est a fortiori peut-être autorisé et donc on va essayer d'y aller. C'est aussi ça qu'il faut faire. Mais c'est pas parce que tu as une Mercedes rose, c'est pas parce que tu as le meilleur matériel possible que tu sais forcément t'en servir et on l'a vu toute l'année. Clairement, Racing Point avait une très bonne voiture, mais a manqué en termes de stratégie, a manqué en termes, ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis sur certains endroits, ce qui fait qu'ils ont manqué pas mal de points, mais ils méritaient tout autant, encore une fois, parce que vous voyez, on a 3 écuries avec des philosophies et un parcours différents,
qui ont fait une lutte ultra serrée. Et quoi qu'il arrive, en fait, j'aurais pas été déçu parce que c'est ça que je voulais voir. Une lutte ultra serrée et peu importe qui faisait quoi, tout le monde est venu avec ses propres armes et franchement, ça m'a régalé. Donc à l'issue, Racing Point, McLaren, Renault, peu importe qui prenait la 3e place, j'aurais été ultra heureux parce que sportivement parlant, ça a été beau. Toute l'année, ça a été beau. 5e et dernière réaction, forcément. Alors, je voulais en parler plein de fois dans le Fast Five. J'ai pas eu l'occasion de le faire, mais on va le faire aujourd'hui. Les qualifications qui ont été ultra serrées. C'est pas la première fois que ça s'est passé à Abu Dhabi. Mais là, pour le coup, les 3 premiers qui se tiennent en quelques millièmes, ça fait vraiment plaisir. À l'avantage de Verstappen, j'aurais bien voulu voir ça vraiment tout au long de la saison, mais j'en demande peut-être un peu trop. Mais dans l'ensemble, les qualifs cette saison ont été un pur bonheur. Parce que quand on allait en qualif, on savait pas ce qui allait se passer. Les Ferrari qui jouaient au yo-yo, les Williams qui faisaient des Q2, les Q3 qui étaient tendus parce que, au constructeur, vous aviez 3 équipes qui se battaient pour la 3e place. Et donc, ça faisait 6 bagnoles pour rentrer dans la Q3, etc. Bref, on a eu des qualifications incroyables. Et franchement, ça, c'est un énorme big up. Ces voitures sont faites pour faire de la qualification et du tour chrono. Et on a vu, rien qu'au Mugello déjà, les tours qualifs, ils sont impressionnants. C'est des voitures qui sont faites pour ça. Pour la course, c'est un petit peu moins le cas, mais vraiment en termes de qualif et de tour chrono, on a été régalé cette année. Bon allez, pour finir, 2 petits bonus très rapidement. Je suis obligé de vous parler de la R25 de Fernando Alonso qui était en démonstration avec son V10 atmosphérique d'une indécence incroyable. Rien que déjà à la télé, déjà c'est un régal. Mais alors en vrai, c'est indécent. Faut vraiment qu'il faut vivre ça une fois dans sa vie en vrai. Pour ça, vous avez les Grands Prix historiques, vous avez le Festival of Speed de Goodwood, vous avez le Grand Prix de France historique qui est 2 semaines avant le Grand Prix de France moderne en 2021. Normalement, au Grand Prix de France moderne, on devrait avoir quelques petites bagnoles un peu sympas comme ça devait être le cas cette année. Donc non, vraiment l'indécence de ces V10, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et le gros problème, c'est que la F1 moderne n'est plus comme ça. Et il manque encore cet aspect auditif qui vous embarque sur la piste, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, les voitures sont impressionnantes. Sur une phase de freinage, vous les voyez freiner, vous faites « Ah ouais, quand même, ça freine très très fort ». Sur un virage, vous les voyez passer, vous faites « Ça roule très très fort, ça va très vite en virage ». Sur une ligne droite, bof. Et même au son, bof. Parce que visuellement, vous allez voir les voitures et bon, ça va vous surprendre. Mais avoir ce bruit qui vous emporte vraiment, c'est comme un coussin qui te prend et qui te met sur la piste avec la voiture. Et ça, c'est quelque chose qui, quand tu entends le V10 passer sur une ligne droite ou quand tu le vois freiner ou réaccélérer, c'est là tu cherches ta chaise quand même sur le gradin et tu dis non, je vais quand même m'asseoir parce que là, ça fout un peu les jetons quand même. Et c'est ça qui manque en Formule 1 aujourd'hui. Et j'espère que pour les prochains moteurs qu'ils vont faire, de bien prendre en compte qu'il faut effectivement qu'on ait du son qui tabasse, mais comme jamais, que ce soit exceptionnel, qu'on puisse pas le vivre ailleurs. Des voitures qui font un peu de bruit, il y en a partout. Mais là, vraiment un bruit strident à 20 000 tours minute, ça, il faut ça. Alors oui, moi j'aimerais bien revenir au V12, au V10, au V8, bref, tout ce qui est atmosphérique, on prend. Mais s'il y a moyen d'avoir un V6 turbo hybride, alors avec le turbo ça étouffe, tu me diras, mais s'il y a moyen d'avoir une nouvelle technologie qui pète un peu à la tronche là, bien comme il faut, go quoi, go. Ça c'est le problème de la F1. Maintenant va falloir s'y pencher, vraiment. Et deuxième petit bonus, forcément, fallait le noter, un Schumacher qui a pris la piste en Formule 1 seulement 8 ans après le dernier, c'est-à-dire Michael Schumacher. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai eu la petite larme, mais quand même j'étais vraiment touché de le voir prendre sa Haas pour sa première séance d'essai libre en Formule 1 officielle. Ça fait vraiment plaisir pour Mick Schumacher du coup, qui prenait ses marques et c'est vraiment très plaisant de voir l'approche qu'il a parce que vraiment il sait que il va faire des erreurs, il sait qu'il va pas être performant tout de suite, donc il apprend, il prend le temps d'apprendre avant d'aller chercher de la grosse perf. Il veut pas impressionner les gens, il veut vraiment faire les choses correctement, tranquillement, et ça c'est vraiment tout à son honneur, sachant le nom qu'il porte. Ça doit vraiment pas être facile de pouvoir encaisser autant de pression, donc voilà, ça fait vraiment plaisir de le voir, de l'avoir vu. Merci d'être passé, hein, Pietro Fittipaldi, que de l'apprentissage, tant mieux pour lui. Mais encore une fois, il y avait mieux à mettre dans cette voiture-là. Hein. Il y a un Louis Delettra, il y avait d'autres pilotes pour remplacer Romain Grosjean. Mais Haas n'a pas le luxe de dire non à un gros chèque. Ça me va aussi. C'est aussi comme ça que ça se passe en Formule 1. C'est dans la culture de la F1. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, ça me va aussi. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été aussi ridicule que je le pensais, mais ça n'a pas été facile quand même pour Fittipaldi. Hein. Voilà, c'est la fin de ce Fast Five. N'hésitez pas à me donner vos réactions sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi dans les commentaires. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un Fast Five de la saison 2020.
Portez-vous bien. Ciao ciao.